Ça m'amène tranquillement pas vite au diagramme de phase. Je voulais vous présenter ça. Hein? Vous le savez déjà, les particules peuvent être soit gazeuses, liquides ou solides. Puis c'est assez particulier. Hein? C'est quand même cool que partout sur Terre ou dans l'univers, on peut avoir 3 phases. Ça nous donne une idée que pas mal tout est composé de choses assez similaires. Ça a été un des indices qu'on avait, qu'on était toutes composées d'atomes ou de molécules. Prenez une cloche sous vide. Dans cette cloche-là, initialement, le vide n'est pas fait. Vous placez votre verre d'eau à l'intérieur. Il y a encore de l'air à l'intérieur. Les particules d'air se promènent, percutent la paroi de votre surface, la surface de votre verre d'eau. Puis, il y a très peu de molécules d'eau qui partent à l'état gazeux. Faites le vide. Vous faites le vide, il n'y a plus de molécules d'oxygène, d'azote, il n'y a plus de gaz à l'intérieur. Mais là, Caroline, il y a des molécules d'eau qui ont suffisamment de vitesse pour partir à l'état gazeux. Parce que souvenez-vous, la température, c'est une mesure de la moyenne des vitesses des molécules. Fait que si votre eau est à 37 degrés Celsius, il y en a des molécules qui vont plus vite que d'autres. Mais en moyenne, ils sont à 37 degrés Celsius. Fait que s'il y en a qui sont plus rapides que d'autres, il y en a qui vont partir à l'état gazeux, d'autres vont rester liquides. Plus ils vont combler l'espace qu'il y a dans la cloche sous vide, plus il va y en avoir qui vont se ramasser dans l'état gazeux. Sauf que certaines d'entre elles, à force de collision, risquent de ralentir. Fait que certaines, en ralentissant, vont redevenir liquides et vont rejoindre les molécules qui étaient encore à l'état liquide. Il va arriver à un point où il va y avoir autant de molécules qui vont partir à l'état gazeux que de molécules qui vont retourner à l'état liquide. Et là, on va avoir l'impression que la flaque d'eau reste permanente. Fait qu'il peut se passer la même chose en été. Si vous voyez une flaque d'eau alors que c'est nuageux puis elle est stable, elle ne s'assèche pas, c'est qu'il y a autant de molécules d'eau qui partent à l'état gazeux que de molécules qui tombent à l'état liquide. Alors que quand le soleil est là puis que ça s'évapore, c'est qu'il y a davantage de molécules qui partent à l'état gazeux que de molécules qui tombent à l'état liquide. Fait qu'il peut y avoir un équilibre qui se fait. On va parler d'un équilibre avec la pression de vapeur. Hein, l'espèce de pression que fait les molécules d'eau à essayer de sortir à l'état gazeux. Puis la pression, même pression, mais puisqu'on est à l'équilibre, des molécules qui veulent redevenir à l'état liquide. Fait qu'on peut se dresser une espèce de diagramme de phase pour expliquer le comportement de la matière. Fait que d'habitude, la plupart des composés va avoir un diagramme comme ça. Prenez de l'eau, mettons, on va voir le cas de l'eau plus en détail tantôt, mais imaginons que c'est le diagramme de l'eau, puis qu'on est à une pression de 101 kPa. Bon, ben, quand on est en bas de 100 degrés Celsius, l'eau est solide. Puis plus on se déplace dans le graphique, plus la température est en train d'augmenter. Bien, à 0 degrés Celsius, la glace devient liquide. Puis une fois qu'on atteint le 100 degrés Celsius, l'eau devient gazeuse. Vous allez à Mexico, la pression est beaucoup plus faible. Comme la ville est dans les montagnes, la pression est moins grande. Fait que quand vous êtes à Mexico puis qu'il fait, je sais pas moi, 20 degrés Celsius à l'extérieur, vous êtes ici, la température, on a une pression plus basse qu'à Montréal. Mettons qu'on était ici à Montréal, ici on est à Mexico. On décide de chauffer notre eau, mais elle va bouillir quelque chose comme à 80-90 degrés Celsius, alors que si on était à Montréal, elle aurait bouilli à 100 degrés Celsius. Hein, je reprends mon exemple de ceux qui font bouillir du sirop d'érable. Au début de leur journée, ils vérifient c'est quoi la pression atmosphérique pour être capable de déduire quelle va être la température d'ébullition de l'eau. Puis à défaut de la mesurer, bien, ils regardent l'eau bouille à quelle température, à 101 degrés Celsius, mettons cette journée-là. Bon, bien, ils doivent ajouter un certain nombre de degrés Celsius pour arriver à leur sirop d'érable. Fait que ça va dépendre de la pression atmosphérique. Fait que ce graphique-là permet d'être beaucoup plus précis. C'est une histoire de pression et de température qui permet de prédire si ça va être solide, liquide ou gazeux. Puis quand on traverse cette ligne-là, on dit qu'on traverse la ligne de fusion. Quand on traverse cette ligne-là, on dit qu'on traverse la ligne de sublimation. Fait qu'à une certaine pression, on passe de solide à gazeux. Fait qu'on parle de sublimation. Vous l'aviez vu, je pense, au secondaire. On va parler de ligne de pression de vapeur lorsqu'on est pile sur la ligne ici, entre le liquide et les gaz. C'est qu'à ce moment-là, il y a autant de molécules qui deviennent liquides que de molécules qui deviennent gazeux. On est à un équilibre entre les deux. Le point triple, c'est le point où, à ce moment-là, on a les 3 phases présentes. Fait qu'à une certaine pression et à une certaine température, les 3 états peuvent
cohabiter ensemble en même temps. Fait qu'il va y avoir autant de solides, liquides et gazeux. Certains liquides vont se transformer en solides, d'autres en liquides, d'autres en gazeux, ainsi de suite. Et le point critique, je ne suis pas sûr que vous l'aviez vu, mais au-delà d'une certaine pression et d'une certaine température, il n'y a plus moyen de distinguer si c'est un liquide ou un gaz. Imaginez, à température pièce, il peut y avoir, dans un flacon qui est complètement hermétique, merci encore à Ellie Petrucci pour les images, les particules gazeuses se déplacent à l'intérieur de votre capsule et les particules liquides, eux autres, dansent autour. Plus vous allez augmenter la température, plus les particules de gaz vont être nombreuses. Il va y avoir davantage de molécules qui vont devenir gazeuses d'un côté, mais en plus, ils vont se déplacer de plus en plus rapidement. Puis, même chose aussi pour votre liquide, ils vont se déplacer tellement rapidement que la distance entre les molécules va être plus grande, puis ils vont se déplacer toujours plus rapidement. Puis, rendu à la température supercritique, mais là, il n'y a plus de distinction entre le gaz qui est devenu super dense et le liquide qui est devenu beaucoup moins dense. Il n'y a plus de distinction entre les deux. Fait que passer une certaine pression, une certaine température, le liquide et le gaz deviennent identiques. On ne peut plus les distinguer. Il n'y a plus de phase entre les deux. On ne peut plus se miroiter le visage à la surface de l'eau. D'ailleurs, il fait bien trop chaud, la pression est bien trop grande. C'est devenu un fluide supercritique. Fait que ça nous donne donc 4 phases de la matière: solide, liquide, gazeux et fluide supercritique. Le cas du CO2 il est assez intéressant. Fait qu'à 101,3 kPa, vous avez du CO2 solide, de la glace sèche. On peut mettre ça dans des smoke machines, puis ça fait de la fumée dans des gros party rave de Sorel-Tracy. Puis ça part à l'état gazeux tout de suite. Ça passe tout de suite de solide à gazeux. On traverse la ligne ici. Fait qu'on prend du CO2 gazeux, on augmente la pression, on augmente la pression, on augmente la pression. Ça finit par redevenir solide. Puis on fait nos cubes de CO2, nos caplettes de CO2. Puis après ça, on peut mettre ça dans les machines de smoke machine. Puis en se réchauffant, ça redevient directement gazeux sans passer par le liquide. Fait que c'est très rare qu'on va voir du CO2 liquide. Il faut être à des températures assez élevées, puis surtout des pressions immensément grandes. Fait que chaque molécule va avoir son propre diagramme de phase, comme ça, qui va permettre de prédire comment ça va se comporter. Puis plus les forces intermoléculaires vont être grandes, plus la partie liquide va être grande, plus la partie solide va être grande aussi. Parce que plus ils interagissent ensemble, plus ça élève la température d'ébullition, donc plus c'est rare que c'est gazeux, plus c'est souvent liquide et solide. La molécule de HgI2, qui n'est pas très belle, aussi se comporte d'une façon spéciale. On va retrouver 2 solides différents, la phase rouge et la phase jaune. Fait qu'il va y avoir plusieurs points triples dans le cas du HgI2. Fait qu'à 127 degrés Celsius et une pression très très faible, bien, vous allez avoir 3 mêmes états de la matière que vous allez retrouver. 2 solides, un rouge, un jaune et un gazeux aussi que vous allez retrouver. Fait qu'il va y avoir des molécules qui vont passer de l'état solide à gazeux, de gazeux à solide et d'un type rouge à d'un type jaune. Puis plus vous allez chauffer, plus vous avez de chances de tomber à l'état liquide, plus vous allez augmenter la pression aussi. Parce que si vous faites juste chauffer à des pressions très très basses, ça va rester gazeux. Des pressions très basses, c'est qu'il y a énormément de place pour se déplacer. Fait que les molécules peuvent rester gazeuses. Un peu comme à Mexico, où la pression est très basse, fait que les molécules d'eau peuvent rapidement devenir à l'état gazeuse. Fait que son point fluide supercritique est assez éloigné. Dans le cas de la molécule d'eau, c'est assez particulier, encore une fois. Ici, la ligne, au lieu d'aller vers la droite, elle se déplace légèrement vers la gauche. Fait que si vous êtes à moins 1 degré Celsius, puis vous augmentez la pression, l'eau va redevenir liquide. Fait qu'on est toujours en dessous du 0 degré Celsius, mais plus on augmente la pression, plus elle va redevenir liquide. La molécule d'eau, quand on la schématise en 3D, puis qu'on veut la schématiser d'une façon solide, c'est-à-dire fixe, les molécules d'eau ne se déplacent plus, ils ne font que vibrer, bien, il y a un arrangement possible. En fait, il y en a plusieurs, mais pour tout de suite, il y a un arrangement possible
qui fait en sorte qu'ils sont bien alignés, les plus vis-à-vis les moins, les plus vis-à-vis les moins. Et ça prend plus d'espace que quand c'est liquide. Fait que si vous augmentez la pression, bien, on va favoriser la phase de la matière qui prend le moins de place, et c'est la phase liquide. Parce que liquide, les molécules peuvent se déplacer, puis une fois de temps en temps, orienter un plus vis-à-vis un plus, un moins vis-à-vis un moins, c'est pas trop grave, ils ont assez de vitesse. Fait que, à l'état solide, ça se dilate de la glace. C'est une des seules molécules qui fait ça. Puis ça fait en sorte que la glace va flotter sur l'eau. Parce qu'ils doivent s'orienter dans une orientation bien précise et ça crée un vide entre les molécules d'eau. Puis ça fait que c'est moins lourd. Il y a moins de matière dans un espace donné. Et on peut donc faire bouillir de l'eau à des températures inférieures à 100 degrés Celsius. Il suffit d'abaisser la pression. Fait que mettons qu'on est à 50 degrés Celsius, puis on décide, on est à 50 degrés Celsius, on est ici, puis on décide d'abaisser la pression, on va diminuer ici, on va traverser la ligne et ça va devenir gazeux. Si à la place, on refroidit la pièce, bien, on va redevenir solide, on va redevenir liquide en réchauffant, on va devenir gazeux. Fait qu'on peut jouer avec la pression et la température et se déplacer dans le diagramme de phase. Puis pour ceux qui trippent glace, selon qu'on joue avec des quantités phénoménale de pression, bien, on peut avoir différentes formes de glace. Fait que ça ici, c'est encore un diagramme de phase, mais beaucoup plus détaillé de l'eau. Il peut y avoir différents types de glace rendus à des pressions faramineuses. Mais là, on va avoir des glaces hyper compactes. Puis si on diminue la pression, on va avoir des glaces un peu moins compactes, ainsi de suite.